Monsieur Yahya Zoubir, bonjour et merci de nous avoir honorés en nous accordant cet entretien. Ma première question, alors, quel est votre commentaire sur cette désignation de la capitale de la Centrafrique, de la République centrafricaine, comme hôte du siège des BRICS pour la région de l'Afrique centrale? Quelle symbolique vous inspire Bon, ça? le choix d'un pays africain, maintenant, on a choisi la Centrafrique, comme on aurait pu choisir un autre pays africain. Et c'est une bonne chose. C'est un petit pays qui a connu beaucoup de conflits, où il y a quand même aussi une présence russe qui, qui, en- qui est un membre des BRICS. Donc, je trouve ça tout à fait normal qu'on choisisse un petit pays africain ou un autre pays. Ça aurait pu être le Niger ou autre, mais c'est symbolique qu'un petit pays africain soit l'hôte des BRICS, qui héberge une organisation aussi puissante que les BRICS. Donc, ça donne ça projette une image d'une considération pour les petits pays africains, de mon point de vue. D'accord. Justement, ce pas de franchi de carrément maintenant de s'afficher ouvertement en créant un bureau, c'est-à-dire que cela certainement sous-entend qu'il va y avoir une politique derrière ça, d'implantation en Afrique. Comment vous voyez la chose? Ben, vous voyez que aussi bien l'Afrique, le monde arabe, euh, des pays latino-américains, euh, voient d'un très bon œil la multipolarité qui semble se dessiner à travers le monde. C'est-à-dire que nous passons à un monde différent où on estime que les valeurs des uns et des autres sont respectées, que le modèle libéral qui a prévalu jusqu'à présent, cette hégémonie qui a prévalu jusqu'à présent, n'a plus lieu d'exister, ou bien du moins de diversifier sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que on doit considérer les pays africains comme étant des pays souverains qui ont droit au développement, qui ont droit à des idées différentes, qui ont droit à des infrastructures adéquates, qui ne sont pas uniquement fournisseurs de matières premières et d'être exploités comme ils l'ont été depuis des décennies. D'accord. Alors maintenant, nous allons aller un peu dans le vif du sujet et essayons de faire un peu l'avocat pour ne pas dire du diable, mais disons, de faire monter ce que réellement les pays africains attendent de la part des BRICS. Donc, le, le partenariat qui est envisagé actuellement entre le continent africain et les BRICS est orienté généralement sur trois secteurs: le commerce, les investissements directs étrangers, dont la transformation des matières premières, qui est très importante pour l'Afrique, et l'aide au développement. Alors, dans chacun de ces domaines, l'Afrique a déjà assez d'expérience avec les anciens partenaires occidentaux, notamment les anciennes puissances coloniales. Et la coopération donc avec les BRICS, si les domaines prioritaires de l'Afrique sont bien identifiés, ils sont bien localisés pour dire ce qu'il faut faire. Alors, à votre avis, actuellement, la coopération entre les BRICS et l'Afrique, le peu déjà qu'il y a, est-ce qu'elle s'effectue à l'avantage réciproque de chacun des partenaires? Ou bien les BRICS, comme disent certains, notamment la presse occidentale,
je ne sais pas, à juste titre ou non, sont en train de refaire exactement le même comportement que les Occidentaux ont eu avant. Bon, cette histoire de nouveau colonialisme, d'autant plus qu'il vient d'anciens colonialistes, nous fait un peu sourire. Euh, c'est, c'est quelque chose qui se dit depuis que la Chine a vraiment eu une présence conséquente dans le continent africain. Je ne précise pas la région, c'est le continent africain. La coopération sino-africaine a été remarquable depuis la création du FOCAC, du Forum sur la Chine et de coopération Chine-Afrique, qui existe depuis l'an 2000 déjà. Les relations bilatérales entre l'Afrique et la Chine sont considérables, considérables. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint les 250 milliards de dollars, alors que dans les années 90, il n'atteignait pas les 10 milliards. Donc, vous voyez cette coopération qui existe. Moi, je voyage énormément sur le continent et je vois, par exemple, allez, il y a 3 semaines, j'étais à Addis Ababa. Vous ne reconnaîtrez pas Addis Ababa par l'infrastructure qui a été mise en place, le Ouais. tramway, les autoroutes, des grandes avenues comme la Bole Road à Addis, au cœur d'Addis. Donc, il y a une coopération qui se fait. On parle souvent, oui, la nouvelle dette, le piège de la dette, de debt trap, etc. Et tous les spécialistes qui se penchent sur la question, ils voient que ce n'est pas vrai, alors que avec les institutions financières internationales qui ont prévalu depuis 1944, depuis Bretton Woods, la Banque mondiale, ainsi que le FMI et autres institutions, qui ont endetté ces pays qui se sont retrouvés dans des conditions très difficiles où ils ont dû, vous savez que lorsque le FMI frappe à la porte, ou que vous frappez à la porte du FMI, même chose, et vous devez payer non seulement le repaiement de la dette, mais l'intérêt sur la dette. Et puis Le l'intérêt sur FMI vous donne des l'intérêt, conditions. Voilà. Et l'intérêt puis sur la l'intérêt. restructuration Ouais, ouais. de toute l'économie, les subventions, la suspension des subventions, etc. Tout le monde, moi, je suis d'un certain âge, je me rappelle le FMI faisant un passage en Jamaïque et les conditions, la révolte qu'il y a eu en Jamaïque, il y a eu même en Algérie le problème du remboursement de la dette en 1994-95, le rééchelonnement de la dette. Et c'est toujours sous des conditions pénibles et ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. Et en plus, avec cette libéralisation, on n'a pas vu de développement. Il n'y a pas d'industrialisation. On voit encore une dépendance. Regardez les accords d'association entre l'Europe, entre l'Union européenne et les pays d'Afrique du Nord, par exemple. Les accords d'association et n'ont bénéficié que la partie européenne. Justement, Monsieur Zuber, excusez-moi de vous couper la parole, je vais vous laisser après continuer. En évoquant les pays de l'Afrique du Nord avec ces accords d'association avec l'Union européenne, alors, et c'est évident que ce sont des accords qui ont servi surtout pour l'Europe. Je prends l'exemple de l'Algérie, je vais vous dire pourquoi. Après, l'Algérie, depuis le début de l'application de ces accords jusqu'à 2019, avant que Bouteflika ne parte, le gouvernement lui-même a fait état d'échanges commerciaux avec l'Europe, si on ne peut pas appeler ça échange, de 285 milliards d'euros d'importation algérienne, alors que l'Algérie n'a exporté que 12 milliards en dehors des hydrocarbures, c'est-à-dire en dehors de l'énergie sous forme brute qui
elle ne bénéficie en rien à ce pays. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que il y a 2 semaines avant, le Parlement européen, en plus, c'est-à-dire d'avoir organisé ce pillage de l'Afrique du Nord, il vote une résolution pour punir l'Algérie et essayer de revoir les accords d'association parce qu'elle coopère avec la Russie, parce que elle veut quand même renforcer sa coopération militaire. Et cette affaire-là vient après aussi une lettre de certains députés américains qui ont écrit au secrétaire d'État pour punir l'Algérie, voilà, envisager des sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci d'avoir posé cette question parce qu'elle est très importante. Elle a commencé bien sûr aux États-Unis avec les 27 membres du Congrès, dont deux sont connus pour leur lobbying en faveur du Maroc. Hein. Il faut dire ce qu'il en est sur la question du Sahara occidental. Donc l'Algérie, elle est toujours considérée comme étant un pays radical et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis on a trouvé cette excuse de ce qui se passe en Ukraine, cette guerre entre les États-Unis et la Russie par le truchement de l'Ukraine. Ça, c'est ce qui fait partie de la reconfiguration du nouvel ordre, hein, ou de l'ordre qui est en train de se dessiner. Et donc, on a tapé sur l'Algérie parce que l'Algérie est un pays très proche de la Russie. Ce qu'ils oublient de dire, d'ailleurs, j'ai fait une OPED sur cette question, sur ces 27 qui ont, bon, 27, et c'est un petit pourcentage entre nous, le Congrès, dans sa totalité, il fait 535 sénateurs et députés, 100 sénateurs et le reste des députés. Il y en a eu 27, donc vous voyez à peu près le pourcentage. C'est un petit pourcentage, mais ça, c'est une réflexion de cette politique de vouloir faire pression sur les pays du Sud, de leur dire vous êtes avec nous ou contre nous. Et donc, tous, ou que nos ennemis doivent être vos ennemis. Donc, vous ne pouvez pas être amis avec les pays que nous considérons comme des ennemis. Ce qu'il faut rappeler, par exemple, dans le cas algérien, et là, les Occidentaux ont la mémoire courte. Pendant la guerre d'Algérie, la guerre de libération, hein, la guerre de 1954 à 1962, l'OTAN fournissait de l'armement à la France coloniale pour tuer les Algériens. Et qui est-ce qui aidait l'Algérie en lui procurant des armes, des médicaments, de la nourriture? C'était l'Union soviétique et la Chine, la Yougoslavie, Cuba et d'autres, évidemment, certains pays arabes. Donc, on a fifi de ça. Malgré ça, on a oublié aussi que l'Algérie a adopté le non-alignement avant son indépendance déjà. Mais elle a ses amitiés, elle a le droit en tant qu'État souverain qui peut avoir, enfin, qui a de très bonnes relations d'ailleurs avec les États-Unis, dans la coopération, que ce soit dans le Sahel, dans la lutte antiterroriste, etc. Elle a de bonnes relations avec l'Europe en général. L'Italie est un partenaire très proche de l'Algérie. Donc, même parmi ces députés, peut-être qu'il y a eu, je n'ai pas vu parmi les Européens, s'il y a eu des Italiens, je doute fort, mais ce sont des voix qui sont, comment dirais-je, ignorantes parce qu'elles font fi des réalités historiques et des réalités d'aujourd'hui. L'Algérie, par exemple, ou même il n'y a pas que l'Algérie, d'autres pays du Sud qui ont de bonnes relations, comme a dit le président, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine à Blinken quand il était de passage en Afrique du Sud.
vous n'allez pas nous forcer à choisir nos amis ou nos ennemis. Donc, vous ne pouvez pas ou imposer. C'est ce monde-là qui est maintenant contesté un peu partout et de voir qu'il y a des forces qui sont capables, qui attirent des groupements comme les BRICS, par exemple, ou le comité de Shanghai ou autres, de diversifier et de choisir les pays, d'avoir de meilleures relations avec les pays qui vous traitent de façon égale, d'une manière respectueuse, qui ne vous impose pas leur point de vue, qui ne vous tente pas de vous imposer leur système, ni leurs valeurs, que beaucoup de pays ne veulent pas adopter. Le monde libéral a de bonnes choses, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui ne sont pas acceptables. Regardez, enfin c'est un cas miniature, si vous voulez, le cas du Qatar, pour ses valeurs. Et on a crié haut et fort comment le Qatar n'accepte pas tel et tel. Et le Qatar qui répète, écoutez, nous sommes un pays musulman, c'est notre droit. Vous voulez ne pas respecter la religion, vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais nous avons nos valeurs qui nous sont propres et nous voulons les protéger. Et donc, vous venez dans notre pays, vous assistez à la Coupe du Monde, eh ben, vous vous comportez d'une manière respectueuse de nos valeurs, de nos lois. C'est ce qui devrait être. Donc, on ne va pas forcer les gens. Et c'est ça. Et ces Européens qui ont condamné l'Algérie, c'est toujours le même refrain. Soit ils supportent, ils soutiennent des pays, même des pays autoritaires, dictatoriaux, qui vont à l'encontre des valeurs mêmes européennes, parce qu'ils ont des intérêts avec ces pays-là. Mais tout pays qui conteste justement cette tentative de les soumettre, eh bien, c'est le mauvais. Maintenant, il est avec les Russes et les Russes et les Russes. La relation algéro. Quand les relations étaient bonnes entre la Russie et l'Allemagne, personne ne disait ah, Absolument, l'Allemagne, ah, pourquoi absolument. vous avez de bonnes relations avec la Russie? Donc, on ne peut pas imposer ça. Est-ce que ces pays-là contentent maintenant d'enfoncer, de critiquer? Quand il y a eu une invasion illégale en Irak en 2003, on n'a pas dit ah il faut sanctionner les États-Unis ou il faut parce que bon bien sûr pour des raisons que vous comprenez Bien de sûr. faiblesse. On ne peut pas dire allez Excusez-moi, Tony Blair il faut qu'il se fasse passer à la Cour internationale. Hein, la Cour criminelle, donc au TPI, au tribunal pénal international. Vous comprenez? Donc, ce sont des points. Donc, si les Occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions, ça ne regarde pas les pays du Sud et d'autres pays. mais Même en Europe, maintenant, vous voyez la Hongrie. Oui, sur ce point-là, Monsieur Zoubir, sur ce point-là, ça fait hier, donc les sanctions encore, il y a une nouvelle salve de sanctions à l'encontre de la Russie, et cette fois-ci, c'est une décision absolument inouïe et qui est celle de plafonner le prix du pétrole russe selon les besoins européens ou occidentaux. Alors, cette nouvelle salve, moi, ce qui m'importe, donc pour revenir à notre sujet par rapport à l'Afrique et les BRICS, donc, du fait qu'ils osent ce genre de choses, donc, à votre avis, est-ce qu'il y a des risques pour la diversification économique et la soutenabilité de la dette des pays africains dans ce cas-là? Et comment peut-on contenir ces risques et quels sont les défis que l'Afrique devrait surmonter par rapport à ça? Donc, en s'attaquant à des pays solides comme la Russie ou la Chine, j'imagine que pour les Africains, ils seront sans pitié. absolument. Mais le problème est que
on tente d'affaiblir la Russie et la Chine, mais je pense que ça va être sans issue. Euh, L'Occident, bien au contraire, ce que ces pays sont en train de faire, c'est de montrer de plus en plus que d'un côté, ils prennent le droit international, la légalité internationale, ils agissent de manière contraire à ses droits, comment on saisit 200 milliards ou 300 milliards de dollars, et d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui qu'ils ne savent plus où ils sont. Ces 200 milliards russes, on ne sait pas où ils sont. C'est du brigantisme, c'est du gangstérisme. Donc, d'accord, vous pouvez faire peur aux petits pays, à l'Afrique, la République centrafricaine, ou au Mali ou autre, mais on a, éventuellement, ils vont essayer de faire, vous savez, on va essayer de faire comme pendant la guerre froide. Tu viens avec nous, tu viens contre nous. Mais le problème est que le monde a changé. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine des années, même pas des années 70. C'est pas cette Chine. La Russie, on ne comprend pas. Ce n'est pas la Russie de l'Union soviétique à la fin de l'Union soviétique des années 80 et des années 80, début 90. Bien sûr, on aurait souhaité, enfin, en Occident, souhaité avoir une Russie à la Yeltsin. Hein, quelqu'un qui ouvre toutes les portes, qui ne contrôle pas, qui est sous la coupe. Mais cette mentalité d'hégémonie, de domination, de dicter aux autres, d'opprimer les plus pauvres vous allez voir, bientôt, une fois ce problème réglé de la Russie-Ukraine, ils s'en prendront encore à des petits pays. Ils interviendront encore dans des petits pays avec, de manière militaire, etc. Aujourd'hui, moi, je suis sidéré d'entendre l'Ukraine occupée. Mais vous avez une Palestine qui a été occupée depuis plus de 70 ans. Vous avez le Sahara occidental depuis 45 ans. Une partie de la Syrie qui est sous occupation. Il y a vraiment un grand nombre. Et on fait semblant, ou bien il y a comme quelque chose de grave dans la tête des gens, où on ne voit pas le parallèle. On ne voit pas. C'est-à-dire que moi, je peux envahir, soutenir un pays qui a envahi un autre, qui l'opprime, qui tue ses enfants, le bombarde de jour en jour, mais de l'autre côté, non. On reçoit les réfugiés ukrainiens, oh, les pauvres, et les réfugiés africains, on tente de payer d'autres pays pour qu'ils les bloquent, pour qu'ils ne les laissent pas entrer en Europe, etc. Tout ça, le monde le voit. C'est-à-dire qu'il y a les gens se rendent compte que ce système n'est pas crédible, qu'il n'est pas acceptable et que les gens veulent, enfin les pays souverains veulent qu'on les traite de manière équitable, on les traite en égaux et que on respecte leur système et que la coopération avec ces pays-là doit se faire de manière équitable et non pas de dominant à dominer. Les pays africains et autres ne veulent plus que l'on vienne chez eux pour exploiter leurs ressources et repartir en laissant rien derrière. Ce qui a été le cas. On a vu au lendemain des indépendances des pays colonisés, on s'est retrouvé avec un produit d'exportation, soit des noix de coco, soit des bananes, soit vraiment, ceux qui ont eu de la chance, ils ont du pétrole ou du gaz, mais en réalité, la majorité de ces pays ne produisent qu'un produit et on ne fait rien pour encourager leur développement économique. Vous avez parlé tout à l'heure des accords d'association avec l'Europe. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il y a un développement? Est-ce qu'il y a un développement? Alors que lorsque on voit avec les autres pays,
moi, je le vois, il y a une infrastructure, on voit qu'il y a une infrastructure, on construit des hôpitaux, on construit, euh, euh, qu'on l'appelle du soft power ou autre, pour ces pays-là, c'est autre chose. D'accord. Donc, et une dernière question pour cette première partie. Est-ce Oui. que, à votre avis, Monsieur Zoubir, donc, le développement du continent africain est-il susceptible de se réaliser en coopération avec les BRICS plus qu'il ne l'a été avec les partenaires traditionnels? En tout cas, c'est un souhait parce que, d'abord, regardez la composition de ce groupe. Ce sont des pays à majorité du Sud. Mhm. La Chine elle-même ne se dit pas pays développé. C'est un pays en voie de développement, mais je pense que pour beaucoup de pays, c'est pour ça que je vais parler de l'Algérie dans le sens où l'Algérie a postulé pour devenir membre des BRICS, mais il faut des réformes. L'Algérie qui avait hésité pendant longtemps, dont l'économie dépendait uniquement de son pétrole, des revenus pétroliers, doit maintenant vraiment commencer à vraiment faire des réformes économiques réelles et accroître son commerce, à commercialiser d'autres produits que le pétrole ou le gaz, hein, et vraiment de se développer. Il y avait, vous le savez certainement, au lendemain de son indépendance, l'Algérie avait fait une ébauche d'industrialisation Oui, et puis on l'a poussé à cause de l'endettement, on l'a poussé vers une libéralisation, mais une libéralisation qui n'a bénéficié euh, pas les Algériens, en oui. tout cas. On n'a pas vu. Et dans le sens de démanteler ce qu'elle a construit pendant les premières années Voilà, d'indépendance. Et d'ailleurs, exactement, exactement. d'ailleurs, Voilà. à ce Donc, moi, je jour, pense que les BRICS seraient une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'il faut ne plus coopérer avec les autres, bien au contraire. ouais, Mais plus on a ça, et plus vous avez un petit peu de moyens de naviguer et d'avoir des relations dans tel domaine, dans telle industrie. Voilà maintenant, par exemple, l'accord avec Fiat de construire des voitures, mais avec un pourcentage d'intégration, etc. Cela peut aider un peu dans le développement, de s'industrialiser, de mécaniser son agriculture, de développer les énergies solaires, les nouvelles énergies, etc. Donc, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Vous voyagez dans beaucoup de pays africains, c'est comme si vous voyagez dans les années 60. Il n'y a pas vraiment, oui, ça bouge, il n'y a rien qui reste figé, mais on n'a pas vu cette coopération. Maintenant, tout le monde parle Japon, Afrique, États-Unis, Afrique, Europe, Afrique, tout le monde s'y met à l'Afrique. Mais réellement, c'est là où on va voir si d'accord, joindre les BRICS va être quelque chose de différent. Mais jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qui intéresse? Ce sont les ressources naturelles, mais pas le développement économique de ces pays-là. Et je d'accord, pense qu'avec les BRICS, il y a un potentiel de développement et de réformes économiques qui pourraient aider ces pays à sortir de leur sous-développement et de donner plus de poids aux pays du Sud global, mais aussi maintenant de pousser, j'ai vu que même on pousse vers l'intégration au Conseil de sécurité des Nations Unies du Brésil et de l'Inde. Euh, mhm, il n'y a pas de représentation au niveau mondial, au niveau des Nations Unies, des pays du Sud. Il n'y en a pas. Le seul potentiel, plus ou moins, c'est la Chine euh, et encore à un même degré la Russie, mais les autres, non. C'est toujours continuer cette prédominance
des anciennes colonies, enfin des anciens D'accord. colonisateurs ou des pays dominants au niveau mondial. Je vous remercie, Monsieur Zoubir, pour toutes ces réponses. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde partie de cet entretien. À tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup. Monsieur Yahya Zoubir, merci pour votre patience et, et pour votre présence pour cette deuxième partie de notre entretien qui sera consacrée essentiellement aux questions géopolitiques par rapport à cette arrivée des BRICS en Afrique. Donc, la première question, c'est l'engagement qu'a Wassan Brique sur le continent. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il remet en question la manière dont les partenaires traditionnels au développement fonctionnent, c'est-à-dire les règles du jeu? Et est-ce que leur émergence consacre-t-elle la fin de l'ère postcoloniale? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, il y a cette possibilité qui se dessine. On a vu, par exemple, ce qui se passe au Sahel. Mhm. Vous voyez des petits pays, enfin des petits pays sur le plan géopolitique ou politique, tels que le Mali ou le Burkina Faso, qui ne veulent plus de cette ancienne, comment dirais-je, ce qu'on appelait dans le temps la France-Afrique, dont on annonce la fin, mais qui continue, qui se maintient Ouais, malgré tout, que ce soit au niveau du CFA, au niveau des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles. Vous prenez l'exemple du Niger, par exemple, en ce qui concerne l'uranium. Vous savez que la France obtient une bonne partie de son électricité grâce à l'uranium qui est importé à bas prix du Niger, alors que le Niger souffre de misère et est considéré un des pays les plus pauvres au monde. Donc, si des alternatives s'ouvrent à ces pays-là et qu'il y ait une véritable prise de conscience que les élites, certaines élites anciennes qui étaient liées aux anciennes puissances coloniales ne font plus partie du système et qu'il y ait une prise de conscience de jeunes éléments qui émergent dans ces pays-là, oui, et je pense sincèrement que les pays traditionnellement dominants dans ces zones-là vont eux-mêmes essayer de changer pour pouvoir rivaliser avec d'autres. On peut parler de la Turquie, on peut parler de l'Inde qui commence à ouais. opérer en Afrique, qui font du commerce avec l'Afrique, qui ont des relations non seulement bilatérales, mais qui développent en même temps des relations trilatérales et multilatérales. Donc, je pense que nous vivons vraiment une période où existe une lutte acharnée pour ce changement de l'ordre international. C'est-à-dire que l'ancien ne peut plus survivre. Il y a une tendance à ne plus accepter ce mode de gouvernance internationale. C'est pour ça qu'on va non seulement, que ce soit les BRICS et les institutions internationales traditionnelles, ou que ce soit au niveau des Nations Unies, il y a un appel au changement de tout cela. Je pense que la pandémie a contribué à ce changement. Parce qu'on a vu un égoïsme et un Ouais. laisser derrière des pays en voie de développement, des pays les plus pauvres. On est venu à leur rescousse que plus tard et encore.
Et donc, on a, les laissés pour compte sont restés, ont lutté d'eux-mêmes avec le peu de moyens qu'ils avaient, etc. Et donc, on a vu que d'autres pays ont commencé à aider, justement. Il y a eu une entraide, si l'on veut, dans le Global South, hein, dans Ouais. les pays du Sud, que ce soit la Turquie qui faisait des dons, que ce soit l'Arabie Saoudite et d'autres qui ont essayé d'aider. Et puis, on a vu des pays comme l'Algérie, l'Égypte, les Émirats arabes qui ont commencé à développer le vaccin, même c'était le vaccin de Sinovac ou autre, mais l'essentiel était qu'il y avait un développement des vaccins pour qu'ils soient distribués aux pays qui n'en avaient pas ou qui ne pouvaient pas se les permettre. Donc, euh, il y a un changement. Il y a un changement de vision. Il y a des espérances nouvelles, à mon avis. Euh, mais l'ordre tel qu'on l'a connu depuis 45, il n'y a que les fous qui pensent qu'ils vont pouvoir le garder. Parce qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un monde multipolaire, et c'est ce que souhaitent la plupart des pays, en tout cas en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il y a ce souhait d'avoir un monde multipolaire, bien sûr un monde où il y a une plus grande coopération, parce que les problèmes d'aujourd'hui ne sont plus des problèmes internes juste à un pays ou deux pays. C'est une lutte, par exemple, comme la pandémie, c'est une lutte qui exige la coopération de toute l'humanité. Le Mhm. climat, c'est toute l'humanité qui doit coopérer. Donc, on ne peut pas dire il y a, OK, tel pouvoir, telle puissance qui va réussir à régler le problème du climat. C'est impossible. Donc, c'est une coopération internationale tangible et ce qu'il y a de plus, ce qui est souhaité par l'humanité, mais pour peu que, comme je l'ai dit auparavant, que tout le monde s'y mette et que tout le monde respecte le choix des autres. Il y a des valeurs universelles qu'on ne peut pas nier. Il y a des valeurs universelles qu'on ne peut pas mais euh, des valeurs universelles qu'on ne peut pas nier, mais il y a d'autres valeurs qui sont uniques à certains pays et qui ne peuvent pas être exportées vers d'autres, ou du moins qu'on ne peut pas imposer à d'autres. C'est justement, c'est ce qui se passe de nos jours. On sent qu'il y a cette résistance à l'imposition de valeurs des autres. Mhm. Donc, le tout se joue sur ce terrain. Donc, coopération internationale sur des sujets qui concernent l'humanité entière, comme le climat, comme la pauvreté, comme les pandémies, ça, c'est coopération internationale entière. Et aussi, dans ce monde-là, de voir tous les pays respecter, revenir aux notions de souveraineté qu'on a conçues il y a longtemps. De ce point de Oui, vue, Monsieur Zoubir, avant de passer à autre chose, l'Inde et la Chine, et sont quand même, comme vous l'avez rappelé à juste titre tout à l'heure, sont des pays considérés du Sud, du tiers-monde. Mais dans ces dernières décennies, ce sont des pays qui ont décollé énormément économiquement. Et non seulement ils ont réalisé un développement scientifique, technologique et industriel, mais ils ont en même temps vaincu la pauvreté dans très grande proportion. Alors, de ce point de vue, est-ce que justement la présence de ces pays qui sont membres dans les BRICS ne pourrait pas justement être des modèles de développement aux pays africains et qui ont les mêmes défis actuellement que ces pays-là ont eu avant, à savoir l'industrialisation par exemple et la question de la pauvreté. c'est une très bonne question. C'est la question fondamentale sur le développement. Moi-même, je donne cette question à mes étudiants parce que euh, on voit par exemple la Chine qui en 40 ans
a fait ce que la Grande-Bretagne, les États-Unis ont fait en une centaine d'années, Ouais, si ce n'est plus. Donc, on a... Mais moi, je pense que je respecte l'Inde et la Chine parce que ces deux pays, malgré leur succès, n'essaient pas d'imposer leur modèle. Par exemple, dans le discours chinois que je connais très bien, que j'analyse, je travaille sur beaucoup, je fais beaucoup de recherches sur la Chine, c'est de dire, voilà nous comment nous avons réussi. ouais, Si vous voulez qu'on partage avec vous notre expérience, vous êtes les bienvenus. Et on est prêt à le faire. La Chine, elle est encore beaucoup plus en avance que l'Inde parce que la Chine a mis en priorité la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, c'est stratégique et surtout depuis 2012, dans la politique de M. Xi Jinping, il est déclaré clairement, et l'ONU l'a reconnu, la pauvreté comme priorité numéro un, l'éradication de la pauvreté. Et c'est ce qui nous manque dans pas mal de pays du Sud. L'Inde a fait aussi beaucoup de progrès. La preuve, elle est à présent, je crois, si j'ai vu le dernier résultat, l'Inde est maintenant sixième puissance mondiale, économique mondiale. ouais. Euh, Elle est montée. Il y a encore beaucoup de pauvreté, mais elle a son propre modèle de développement. Elle a un secteur national, public, et bien sûr une partie privée, dynamique, qui tient la route, qui produit, qui vend ses produits à l'international, qui commercialise, qui a des industries. Et justement, on le dit depuis longtemps, nous qui travaillons sur le développement, on ne peut pas, les pays du Sud peuvent pas s'en sortir s'ils continuent à dépendre sur un seul produit, une ressource naturelle, que ce soit les bananes ou que ce soit le coco ou le cacao ou autre, ou le café. C'est impossible. Donc, il faut un développement sectoriel, un développement de l'agriculture et une industrialisation, même si c'est une petite industrialisation, mais elle est nécessaire, et d'essayer de subvenir aux besoins de la majorité de cette population. Donc, les BRICS, on va le voir, parce que l'Afrique du Sud n'est pas encore sortie de problèmes économiques sérieux qu'elle a. Mais il y a des efforts, et je pense qu'en coopérant les uns les autres, on peut arriver à aider d'autres pays. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Algérie qui a postulé pour les BRICS. Je pense que l'Argentine a exprimé son intérêt à se joindre aux BRICS. Donc, plus il y a de pays qui se joignent, plus il y a de partage de connaissances, parce qu'aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est les sciences, c'est l'intelligence artificielle, etc. Et donc, cette coopération, c'est-à-dire que si on se met dans la tête que nous devons aller ensemble vers la prospérité, c'est une chose. Mais si on dit la prospérité pour nous, hein, le America First, oui, c'est bien, mais il y a un monde qui a besoin, justement, puisqu'on parle de lutter contre certains problèmes qui sont mondiaux, donc il faut cette coopération et il faut justement penser aux autres et avoir un équilibre pour éviter le terrorisme qui est un fléau mondial. Et le terrorisme n'est pas un phénomène du jour au lendemain, des personnes se soulèvent pour commettre des crimes ou autres. Il y a des conditions socio-économiques. On n'essaie pas de justifier le terrorisme, mais on peut comprendre ce qui peut provoquer justement ce terrorisme ou ce recours à la violence qu'on voit se développer dans plusieurs pays. Mais je pense que les BRICS ont un cadre parce que
Quand vous rentrez au BRICS, vous rentrez en tant qu'État égal. Quand Mhm. vous rentrez dans la Banque mondiale ou dans le FMI, vous n'êtes pas d'un point légal. Le FMI est toujours dominé par les cinq Ouais. premières puissances économiques mondiales. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu des tentatives de mouvements dans le temps, que ce soit qui sortent des non-alignés ou autres, mais je pense que là, surtout que les peuples maintenant sont beaucoup plus instruits, qui comprennent beaucoup mieux, surtout avec les médias. Bon, pas que tous les médias soient bons, mais l'information circule, les gens savent ce qui se passe dans le monde, les catastrophes naturelles ou Mhm. les massacres ou autres, tout se sait à la seconde près. C'est presque instantané. Donc, moi, je pense que toute alternative ou bien toute nouvelle organisation, toutes nouvelles initiatives qui ont pour objectif de lutter contre la pauvreté ou le crime international ou ce nombre de réfugiés. On a vu ce qui s'est passé à Tanger, c'est abominable. Absolument. Plus de centaines de personnes qui sont mortes bêtement, des civils, etc. Et donc, ça doit cesser. Ça doit cesser. Et maintenant, j'aimerais bien vous poser une question qui concerne les Africains directement. Euh, euh, L'Afrique est un continent. C'est pas un pays, mais c'est un continent qui est fait de 54 pays. Il y a des disparités et des contrastes en termes de richesse, d'industrialisation, de développement économique, de pauvreté et ainsi de suite. Donc, les BRICS, quand ils viennent en Afrique, disons les choses sont aussi comme elles sont, ont plutôt des intérêts et des besoins qui sont à géométrie variable et se différencient par leur approche et leur engagement sur le continent. On peut citer à titre d'exemple la Russie qui dispose de ressources naturelles immenses, comme le sont beaucoup d'économies africaines, n'éprouve pas le même intérêt que pour l'Afrique que ces matières premières euh, ne le sont pour la Chine et l'Inde. Mhm. Bien. Alors maintenant, la question, comment faire pour que cette arrivée des BRICS, cette émergence des BRICS en Afrique ne génère pas de nouvelles formes de dépendance à l'image du schéma traditionnel centre-périphérie que l'Afrique a connu avec les anciennes puissances coloniales ou les Occidentaux en général. Et est-ce que vous ne pensez pas que le risque majeur, justement, serait peut-être de voir une partie du continent s'enliser, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à juste titre, dans une spécialisation à l'exportation des ressources ou des matières premières comme le pétrole ou autre chose, et sans vaincre oui, et sortir de la pauvreté. Moi, sincèrement, les derniers voyages à travers l'Afrique, c'est cette prise de conscience où on dit on ne veut pas échanger un colonialisme pour un autre. Donc, il y a déjà cette prise de conscience au niveau populaire même. Et je pense que même les membres des BRICS sont conscients de ce pourquoi certains pays veulent à présent se joindre aux BRICS. Mhm. C'est pour se débarrasser d'une dépendance. Donc, ils ne vont pas tenter, je ne vois pas un pays comme l'Inde ou la Chine, même la Chine, avec tout son progrès, etc., tenter d'imposer un modèle colonialiste. Je ne pense pas que ce soit possible. La preuve, la Chine, à chaque fois, même quand il s'agit de de pollution par des gros groupes industriels chinois à travers la corruption, etc. La Chine a réagi quand elle a vu que dans ces pays-là, la société civile a protesté, etc. Donc, il y a cette prise de conscience au niveau des pays eux-mêmes, des populations.
Je ne parle pas. Les élites, maintenant, les élites, elles sont éjectables. Elles sont éjectables, que ce soit euh, d'une manière démocratique ou bien, comme on l'a vu au Mali, au Burkina Faso. On s'en débat. Il y a un groupe de militaires jeunes, on peut les appeler junta, une jeune ou autre, mais leur discours reflète justement cette nouvelle approche à la gouvernance, de dire ça ne peut pas durer. On ne peut plus continuer sur le même système. Le système qui a existé depuis 1944, oui, il a apporté la prospérité à ceux qui l'ont mis en place. Et encore, parce que quand on voit dans ces pays-là, il y a des inégalités sociales considérables. Mhm. Il ne faut pas être, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe même aux États-Unis. Moi, je suis rentré de Denver il y a 2 jours. Euh, le nombre de sans-abri, le nombre de sans-domicile est extraordinaire. Ça, c'est qu'une ville et c'est partout dans les autres villes. Donc, ce système n'a pas bénéficié la majorité. Donc, et cette prise de conscience, justement, est de dire il faut penser à la majorité. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel, tout ça vient ensemble. Moi, je suis un peu optimiste de cette volonté ou de cette, oui, de cette volonté d'avancer vers un ordre multipolaire, mais un monde multipolaire, non pas pour être divisé, mais plutôt pour une coopération internationale. Et je ne suis pas un idéaliste, hein, je ne suis pas du tout, je suis un réaliste. Mais Absolument. je dis que les problèmes fondamentaux font qu'il n'y a qu'une coopération internationale sérieuse qui peut nous faire sortir de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. D'accord. Une dernière question, Monsieur Zoubir, pour conclure avec cette Oui. seconde partie. Et à votre avis, concrètement, donc, quelles sont les politiques de développement que les Africains sont tenus de mettre en place pour que la coopération avec les BRICS soit fondée sur des règles de nature à fournir des avantages mutuels? C'est personnel. Moi, j'ai toujours été pour une nationalisation des ressources naturelles, ou bien d'avoir un État ou des États, des gouvernants qui ont l'intérêt national dans l'esprit. Et que les sociétés civiles se mobilisent contre la corruption, qui est un fléau énorme. On ne parle pas suffisamment Mhm. de ce que la corruption peut causer comme dommage à certains pays. Donc, il faut vraiment avoir des politiques de développement, s'inspirer des membres des BRICS ou autres. Une coopération peut venir de... On a vu la Corée du Sud est un bon exemple d'un pays qui est sorti d'une dictature militaire, etc., mais qui a réussi à travers une bonne gouvernance et une lutte contre la corruption à développer des industries précises et de s'orienter vers une industrialisation, vers l'export, d'identifier des secteurs porteurs de prospérité, etc., d'organiser la société d'une manière, certes, plutôt autoritaire, mais comme dirait quelqu'un, moi je suis pour le despotisme éclairé, c'est-à-dire de prendre en main une société, mais de la faire avancer comme a fait Lily Wing à Singapour ou autres, et qui veulent vraiment développer leur société en faisant participer et en mobilisant la société en général et d'avoir, comme je dis toujours, une vision et une stratégie hein, et un leadership qui
mérite ce nom, c'est-à-dire de leadership qui conduit un pays vers le progrès. La manière dont il est fait n'est pas très importante, mais moi, je pose comme élément fondamental la bonne gouvernance. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Yahya Zoubir, pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère vous retrouver dans une autre occasion. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie.